Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, et je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Pagnol. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà le ballon de Majid Waris face à Tchalik qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Bourseau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la taverne. Match nul 0-0 contre l'Olympique de Marseille ce week-end pour le FC Lorient qui se retrouve à la 10e place de la Ligue 1, milieu de tableau. Est-ce que ça nous prépare une fin de saison un petit peu décevante, ennuyeuse? Est-ce qu'on oublie un peu trop vite le passé? On aura l'occasion d'en discuter dans cet épisode en compagnie de Raph. Salut Raph. Salut à tout le monde. Et de celui que nous devons appeler à présent Monsieur le Président, Président ou cher Président, c'est Pierrot. Bonjour Président. Salut. Pierrot qui a... On peut se tutoyer quand même? Bien évidemment. Pierrot qui a été élu à l'unanimité, président de l'association La Tavarne. Tu veux nous en toucher un petit mot? Vous voulez nous en toucher un petit mot, votre Altesse? C'est avec plaisir d'être le premier président de cette magnifique association pour essayer de développer au maximum nos activités. Exactement. En tant que vice-président, je suis également ravi. Et si jamais Pierrot succombe au cours de son mandat, c'est avec honneur et fierté que je prendrai le flambeau. Bref, ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, de parler de ce Lorient-Marseille au Moustoir dimanche, une belle ambiance au Moustoir. Sur le terrain, vous allez nous dire ce que vous avez pensé de ce match. Hector Tudor, lui, a dit que Lorient n'a pas joué au foot. Raph, t'es d'accord avec ça? Ça sent un peu la mauvaise foi, non? Ouais, je pense que du coup, il a trop parlé sur le coup de l'émotion. Je pense que c'est les nerfs qui ont un peu lâché. Moi, j'ai pas eu la sensation que Lorient ait rien proposé. Je pense que du coup, on était dans un système qui les a fortement dérangés. Un système qui répond à deux impératifs, celui de composer avec un effectif un peu diminué et celui qui a permis aussi de juguler des erreurs et des limites que le coach avait bien vu lors du match aller. Il nous l'avait décrit lors d'une conf de presse, il l'avait redécrit aussi, ce fait de défendre en homme à homme, pardon, ça avait énormément gêné, je vais y arriver, du coup le collectif lorientais. Donc je trouve que du coup là-dessus, il a réussi un assez beau coup tactique, avec assez peu de ressources et de matière, puisqu'on avait quasiment une équipe new look, avec un nouveau système, avec de nouveaux joueurs, avec assez peu de temps de jeu finalement au compteur. Donc je trouve que globalement, par rapport à ce que Marseille avait prévu de faire, on a tenu, je trouve, là où on avait nos qualités. Ça a vraiment sublimé certains joueurs, on y reviendra. Et je pense qu'on ne pouvait pas espérer franchement plus que ce résultat. Donc un point face à Marseille, qui plus est, était sur une dynamique à l'extérieur assez incroyable, puisque c'est la première équipe à l'extérieur. Je trouve que si on prend ce point de vue-là, c'était plutôt une bonne opération. Monsieur le Président, Raphaël était donc satisfait de ce match. Est-ce que c'est également ta sensation? Oui, c'est un
très très bon point de prix contre une équipe qui joue le podium, qui, Raphaël le dit, est la meilleure équipe à l'extérieur. Je trouve qu'on a beaucoup moins subi qu'au match aller. On a une défense qui de match en match fait très très bien le taf, surtout à une période charnière où on va affronter que des grosses équipes. Donc ça promet pour les prochains matchs. Après, un tout petit peu déçu de certaines animations offensives qu'on a pu voir. Mais je pense pas qu'on pourrait aller chercher plus qu'un match nul contre cet OM-là. Raph, la première chose à souligner, c'est un nouvel effectif, n'importe quoi. Enfin oui, presque. Un nouveau système de jeu que nous a concocté Régis Lebris face à la pléthore de blessures et autres suspensions. Ouais, c'était une composition du coup en 3-4-2-1. On avait du coup Le Goff qui passait sur une défense à 3 avec du coup Meïté qui prenait défense axiale à droite du coup avec Talbi du coup dans l'axe. Puis après du coup on retrouvait 4 joueurs avec 2 pistons. Du coup Yonghwa du coup sur le côté gauche et Kathleen à droite si je dis pas de bêtises. Et ensuite on avait au milieu du coup Makengo, Ponceau qui ont plutôt bien tenu l'entrejeu là. Et puis après, 2 joueurs en soutien de Dieng, puisqu'on avait du coup Aouchiche et Fèvre, qui étaient dans un registre un petit peu plus axial qu'à l'accoutumée. Donc assez intéressant aussi de les retrouver plus au cœur du jeu. Je trouve que c'était peut-être plus adéquat pour Fèvre de se retrouver dans cette position-là que foncièrement sur un côté. Et donc utilisation, on va dire, des pistons assez intéressantes pour notamment bloquer les incursions qu'on avait trouvées au match aller sur les côtés. Donc il y avait de l'idée côté Régis Lebrise là-dessus. Donc un comportement voilà, de défense un petit peu d'homme à homme. Et après, je reviens sur ce que disait Pierrot. C'est vrai qu'on a, comme à l'aller d'ailleurs, assez mal exploité, on va dire, nos situations de contre. Déjà parce qu'on n'a pas le personnel comme au match aller, avec beaucoup moins, on va dire, de transition efficace et de verticalité dans le jeu. Beaucoup trop de touches de balle avec Aouchiche et Fèvre qui malheureusement n'avaient pas forcément la vitesse pour eux, mais plutôt des touches de balle supplémentaires qui venaient un petit peu, on va dire, freiner ce jeu de transition. Et puis Dieng qui a eu franchement plutôt du mal à se situer et à vraiment faire parler sa vitesse dans la profondeur. Donc on a plutôt usé d'attaque placée ou de récupération plutôt haute. On avait un bloc médian, pas très très bas au global, plutôt en zone médiane. Donc assez intéressant de voir aussi le bloc, on va dire, dans cette position-là. Donc, puis on a fait une superbe partie au niveau défensif avec énormément de récupération de balles. Meïté et Le Goff, du coup, ont fait 10 récupérations chacun. Ce qui est assez intéressant. Au niveau aérien aussi, Talbi a super bien géré son sujet avec Meïté notamment. Et puis au milieu, je trouve que Ponceau et Makengo, ils ont plutôt tenu plutôt la baraque. Ça a été assez intéressant. Je mettrais Makengo un demi-ton au-dessus d'après ce que j'ai vu. Et puis après, côté piston, Yonghwa, Kathleen, qui auraient pu être les 2 maillons faibles du dispositif, je les ai pas trouvés vraiment en deçà. Donc ouais, c'était assez convaincant pour un système, pour le coup, que Régis Lebris a pu rappeler qu'avec que 4 jours, on va dire, de rouage et d'adaptation. Donc assez intéressant de voir aussi l'équipe et le coach être capable de sortir un tout nouveau système en 3-4 jours. Donc plutôt bien huilé. J'ai trouvé qu'on avait réussi à combiner un petit peu. Après, voilà, encore une fois, on avait une grosse équipe en face et on n'a pas non plus été extraordinaire. Faut quand même modérer les propos. Ce que je vous propose, c'est de faire ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, faire un homme à homme par homme, un par un. Ouais. Enfin, on prend les joueurs les uns Ligne après par les ligne, autres. ouais. Et puis voilà, c'est ça. On commence avec Vito, Pierrot, ton chouchou. Il fait le taf, quoi. Bah, comme souvent, hein, j'ai envie de te dire. 5e clean sheet à son actif. Toujours très très bon sur sa ligne. Il sort l'arrêt qu'il faut au moment où il faut. Donc que du bon. Je milite pour sa prolongation en tant que numéro 2 pour l'année prochaine, mais j'espère qu'elle viendra avant la fin de la saison.
Si on devait mettre un petit point noir, c'est les relances de Vito qui sont quand même et School of relance Paul Nardi quand même. Pas terrible. Ouais, enfin, si tu pars du principe qu'un gardien, sa priorité première, c'est d'être bon au pied, C'est pas sa priorité première. J'ai dit que s'il fallait émettre des critiques. oui, bah, tu peux critiquer ses relances. Après, pour moi, les relances d'un gardien, perso, ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est quand même le premier. Je vois que Raph fait la moue, c'est bien Raph. C'est comme la première. Ça part de là les constructions. Bah, clairement, avec ce que demande le Brise aussi, avec une des équipes de Ligue 1 qui joue le plus dans sa moitié de terrain en nombre de balles, en nombre de ballons joués, ça passe aussi par le gardien. Après, moi, j'ai trouvé que sur ce match-là, il n'a pas non plus été horrible au pied. Je peux trouver que c'était vraiment en dessous. Moi, j'ai trouvé De toute qu'il façon, il a fait un de match toute correct. façon, à Lorient, vous trouvez tous les gardiens horribles au pied. Vous voulez, vous Non, voulez non, Vogo, c'est très bien, vieux. Non, mais Vogo. à entendre les gens sur Twitter et tout, vous voulez tous un numéro Bah, 10 en tant que gardien. Mais pas du c'est pas tout. ça. Mais si. C'est pas. Mais On n'est pas pas du en train de tout. dire ça. Quand Mais tu Toi, si, tu regardes les attends, stats de on s'en mais attendez. on s'en branle de les relances du gardien. Je suis pas du tout d'accord. Bah non, tu peux pas dire qu'on s'en branle. Attends, Mais si, c'était on s'en encore branle Passe, des pire. relances du les gardien. passes de Vito, je te sors les deux stats. 12 passes réussies sur 25. 9 passes longues réussies sur 21. C'est pas des stats extraordinaires. La moitié de ses passes sont ratées, grosso modo. Ou la moitié est réussie, si tu veux regarder ça comme ça. Ça peut être c'est un point noir dans son jeu au pied, est un point faible, c'est tout. Non, mais Ouais, mais sûr. on s'en branle. Bah, je pense pas, moi. C'est un gardien, on s'en fout. Bah, attendez, parce que du coup, il faut contextualiser aussi ces stats. Là, du coup, il y a une forte propension du coup sur ce match-là pour Vito d'allonger. Beaucoup, donc, et du coup, qui dit passe longue dit forte probabilité à perdre le ballon, notamment que devant, on n'a pas non plus de très très gros joueurs de tête. D'ailleurs, on a bien T'as vu la personne grosse devant. différence quand Koné est rentré. Comme par hasard, on gardait les ballons devant. Donc bon, du coup, il y a ce point-là. Par contre, l'année dernière, sous Pélissier, etc., ou les 2 années précédentes sous Pélissier, on balançait aussi beaucoup. Et du coup, c'était hyper important de régler la mire, sinon on perdait tout de suite le ballon. Donc en fait, relancer depuis le gardien, balancer pour lâcher le ballon tout de suite, c'est quand même pas du tout productif. Donc je pense que le jeu au pied, il est quand même hyper important, encore plus quand tu as un Régis Lebris qui veut repartir de l'arrière. Donc C'est ça, ouais. voilà, enfin, c'est quand même... Enfin, je suis désolé, ça vient peut-être en numéro 3 dans l'importance. Tu as 1 sur la ligne, 2 dans les airs, 3 au pied, mais par rapport à la palette demandée par Régis Lebris, c'est quand même important, quoi. Après, ce qui est important, c'est aussi qu'un gardien nous rapporte des points, et c'est le cas de Vito. Personne Non, peut retirer ça depuis qu'il assure l'intérim. Il rapporte des points, comme Vogo a rapporté des points au début de saison. Et je rejoins Pierrot sur l'intérêt de le garder en numéro 2 l'année prochaine, de le prolonger également. Mais sur le relance au pied, ça pourrait être l'objet d'un débat, un de ces quatre. Si on arrive à avoir un gardien du FCL en interview, on discutera de ça un peu avec lui. Ça pourrait Et être il rate intéressant. une relance, je crois, non? À un moment donné. Il remet pas une relance dans les pieds d'un Marseillais? J'ai pas la situation en tête là. Il me semble. Parce Peut-être. que du coup, dans mes tableaux statistiques, j'ai une erreur menant à un tir, donc il a fait une boulette à un moment donné. Mais bon, bref. Ça m'a pas Voilà. marqué. Voilà, c'était pour le gars. Je pensais que ça allait être vite expédié. Finalement, on a traîné un petit peu là-dessus, mais c'est ça qui est intéressant. On passe à la défense, évidemment. Évidemment. Alors, on va pas reparler de Montassar Talbi qui surnage dans cette défense. Et puis voilà, on espère qu'il sera là l'année prochaine. Hein. On va parler de Meïté. Bamo Meïté, Pierrot, qui réalise un match quasi parfait et qui a fait plus qu'assurer le remplacement de Julien Laporte. Ah bah, clairement, il était, comme on dit, au four et au moulin. Il récupérait tous les ballons. Il y a même un moment où je le vois perdre un ballon, il récupère 3 secondes, 3 secondes derrière. Enfin, il a quasiment tout réussi dans ce match. Et pourtant, il y avait du costaud en face. Hein. Il y avait quand même il y avait du Sanchez. Enfin, il y avait du bon calibre en face. Et est-ce qu'on a impressionné par son match? Oui. Mais il est quand même dans la ligne. C'est un très bon match dans la lignée des bons matchs qu'il a fait précédemment aussi. Faut pas l'oublier. Et je pense que le fait d'être associé à un joueur qui est aussi très bon à ses côtés fait que l'adaptation se fait rapidement et très simplement.
Raph. Non, c'est aligné là-dessus. Moi, surtout, je trouve qu'on le voit progresser. Moi, ce que j'avais aimé en le voyant sur ses premières rencontres, c'était l'initiative. Il allait au-devant des problèmes, il essayait de sortir assez vite, il n'était pas attentiste, ce qui, du coup, dénote aussi avec un peu le conservatisme de Talbi, qui est plutôt à attendre, etc. Donc ça, c'est hyper complémentaire. Sur le match en question, je pense que c'est le joueur qui touche le plus le ballon, notamment parce que, comme l'a dit Pierrot, il a mis les mains dans le cambouis. Je crois qu'il fait 3 sur 4 sur les duels au sol, 3 sur 5 sur les duels aériens. Il récupère 10 ballons, il fait 2 interceptions. Concrètement, c'est un match assez plein de sa part. Et ouais, et puis je trouve que c'est l'énergie qui dégage. Je pense que c'est peut-être ce qui a impressionné le plus. C'est le fait de le voir un petit peu surnager et d'être en capacité de regarder l'adversaire droit dans les yeux et de ne pas avoir peur, en fait. Et dans une défense à 3 comme ça, j'ai trouvé hyper à l'aise. Même dans la relance avec Kathleen et Makengo devant lui, c'était quand même assez convaincant. Donc, progression. Et maintenant, c'est quel est le plafond de verre de Meïté sous Régis Lebris, quoi, ou jusqu'où on peut amener ce joueur-là. Et après, quid du retour de Laporte versus Meïté. En tout cas, ça nous fera des choix. Enfin, en tout cas, ça fera des Est-ce choix qu'on pour peut le coach. imaginer une défense à 3, Meïté, Laporte, Talbi? Bah, pourquoi pas Moi, j'y je pense. pense. Ouais, pourquoi pas. Je pense que du coup, tu mettrais un Laporte probablement soit dans l'axe, soit axe gauche, tu laisserais Meïté à droite. Bah, je sais pas si c'est la meilleure disposition, mais je pense que Talbi au centre, c'est peut-être un petit peu mieux par rapport à son style. Après, à voir, est-ce que le côté piston, tu fais glisser un Le Goff ou est-ce que tu gardes un joueur peut-être plus fringant et qui est capable de faire vraiment toute la largeur, plutôt toute la longueur, excusez-moi, du terrain? À voir. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que le système, ça pouvait être aussi, par rapport à la polyvalence des joueurs, une manière de passer de ce système-là à un autre. Parce que finalement, un Le Goff dans une défense centrale ou sur le côté gauche, ou un Yongwa qui peut glisser, etc., ou un Kathleen qui migre d'une position plutôt défensive à une aile, c'est jouable en cours de match. Donc je pense que ça fait une solution tactique supplémentaire. Passons au milieu de terrain. Je vous propose de discuter de Julien Ponceau on se rappelle en début de saison, qui était un titulaire régulier, qui avait perdu sa place, qui finalement là retrouve des opportunités, des chances. Pierrot, Ponceau on lui donne un peu les clés du camion là, d'animer l'attaque, et t'es pas forcément satisfait, toi. Moins satisfait sur ce match-là que le précédent. Je pense que c'est dû au fait qu'il recule d'un cran aussi par rapport à son positionnement naturel qui pour moi est un cran au-dessus. Après, fallait bien mettre quelqu'un à ce poste-là pour dépanner avec Makengo. Je pense que c'était le meilleur profil à l'instant T qu'on avait pour ce poste-là. Après, à l'avenir, j'aimerais sur un retour d'Abergel au milieu avec Makengo, mettre Ponceau un cran plus haut et je pense que et bencher Fèvre et bencher Fèvre. J'aimerais bien tester le duo Aouchiche-Ponceau un cran plus haut personnellement, mais après à voir. Raph. Ouais, je pense que ça a plus d'équilibre comme ça. On l'a pas retrouvé dans une aisance parce que beaucoup plus utilisé dans un registre défensif. Je pense que c'est là où il s'exprime peut-être un petit peu moins bien. Là où Makengo a été un peu plus en verve, je trouve qu'il a été assez actif, beaucoup de duels remportés, etc. Et même un peu plus précis à la passe avec ce demi-cran plus bas. Donc on a vu la différence dans le registre. Assez d'accord avec Pierrot sur le fait d'aller exploiter plutôt les qualités de Ponceau devant, un cran au-dessus, en sachant qu'on a manqué je trouve en tout cas pour les deux de devant, Aouchiche et Fef, de spontanéité et de jeu un peu rapide, d'être plus, ouais, encore une fois, spontané et de jouer la passe qu'il faut, etc. J'ai vu trop souvent Aouchiche et Fef avec 1, 2, 3 touches supplémentaires Oh. qui ralentissaient le jeu et qui la jouaient pas en première intention. Donc je pense que Ponceau a plus ça en stock. Donc peut-être que à l'associer à Aouchiche ou à Fèvre, du coup, ce sera peut-être mieux pour fluidifier le jeu. Beaucoup de temps d'arrêt à Aouchiche, je trouve, surtout Ouais. en première mi-temps sur ses prises de balles. De temps en temps, il arrête le jeu.
tu sais pas pourquoi il cherche des solutions alors que, il y en a tout de suite, mais tu sens qu'il va aller chercher un truc plus compliqué alors il y a une solution toute simple à côté de lui. Après, je pense que c'est peut-être le manque de temps de jeu, le manque de repères aussi. Parce que mine de rien, c'est que son premier match titulaire, si t'enlèves la coupe. Et le match contre les boulangers vendéens, mais sinon, son premier match en Ligue 1 titulaire, c'était avant-hier. Donc oui, c'est un manque d'automatisme encore, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait du mieux par rapport à ce qu'on a pu voir sur ces bouts de match. Et très belle qualité de coup de pied arrêté aussi à Auchiche. Ouais, c'était honnête. C'était honnête. Ah bah, Il y c'est même avait. plutôt- Ouais, c'est c'était même plutôt honnête. bien. Si. Non, en fait, je pense que du coup, Aouchiche et Fèvre étaient dans un rôle un petit peu particulier où en fait, il y avait le soutien sur les côtés arrivait pas tout de suite parce que les pistons parfois un petit peu plus bas du coup mettaient du temps à remonter. Et en fait, on avait que Dieng devant, donc parfois ils étaient obligés d'un petit peu d'attendre le surnombre et de laisser en fait le bloc remonter. Mais c'est vrai que ça a manqué de temps en temps un peu de vas-y, Dieng, prend un peu la profondeur, petite Ça, passe en profondeur. C'est ça qui. Il y ça, avait ça se un. mangeait un peu entre lui et Fèvre aussi C'est ça, exact. dans le positionnement. Alors, Fèvre, justement, ouvrons le dossier Fèvre. On rappelle qu'il est prêté par Lyon. On a payé 1 million pour se le faire prêter. Donc la question, plutôt que de continuer comme ça, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on doit continuer à aligner Romain Fèvre, sachant que 1, on n'a plus rien à jouer. Sachant que 2, il repart à la fin de la saison, il n'y a pas d'option d'achat, donc de toute façon, il ne sera pas là l'année prochaine, donc tu n'as pas besoin de le faire jouer pour prendre des repères, comme un Aouchiche par exemple, que tu veux faire jouer pour prendre des repères, etc. Quel intérêt de continuer à aligner Romain Fèvre qui n'est pas performant, Raph? Ça dépend du système, en fait. Oui, non, mais est-ce Sur qu'il ne ce prend pas la place système-là, d'un mec? non, sur ce système-là, je suis d'accord. Concrètement, tu peux mettre Ponceau à la place de Fèvre et laisser Aouchiche qui, lui, encore un contrat qui court sur l'année prochaine, si tu veux à un moment donné rôder ce genre de choses. Tu peux Après, même si mettre tu Diarra, reviens hein, sur sur un... le terrain. Non, mais si tu reviens sur un 4-1-4-1, c'est Fèvre ou Diarra. Mais tu peux pas mettre Oui. Aouchiche sur un côté, à mon sens. Donc, en Mais fait, tu as plus d'intérêt à faire jouer Diarra que Fèvre. oui, peut-être. Mais après, ça, c'est un choix, quoi. C'est un choix sportif et peut-être un petit peu plus financier. Mais est-ce que du coup, Diarra sera encore dans l'équation l'année prochaine, tu vois? Et Fèvre, il n'y sera pas Ça, dans c'est sûr. l'équation. Diarra, Après, Fèvre, il vient aussi créer un petit peu plus de lien avec l'attaque, où il rentre souvent. Non, mais il rentre beaucoup plus souvent dans l'axe du terrain, alors que du coup, un mec comme Kathleen ou autre est plutôt vraiment il déborde un petit peu plus, quoi. Donc c'est peut-être un équilibre aussi là-dessus. Mais oui, ça va se poser. La question va se poser. À un moment donné, tu es 10e, tu n'as plus rien à jouer, tu prépares la saison prochaine. Bah, c'est sûr que les 5 derniers matchs, je pense pas qu'on le. Enfin, ce sera plus une priorité. Pierrot, Romain Fèvre, c'est une dizaine de matchs. J'ai pas le chiffre exact en tête. Raph, tu peux le trouver en un instant. Romain Fèvre, c'est pour l'instant c'est un échec ce prêt, selon toi? Moi, un demi-échec, on va dire qu'il y a eu un tiers d'intéressant et 2 tiers c'est lourd, quoi. T'as surtout ce qui m'énerve dans son jeu, c'est qu'il va vouloir chercher une faute où il va avoir tendance à simuler et tu vas perdre le ballon derrière. Et c'est chiant parce que oui, il va clairement chercher la faute, mais le fait qu'il simule 9 fois sur 10, bah, ça fait que tu n'obtiens pas de coup franc. T'as l'occasion où il fait un immanquable, là, je sais plus contre qui, là, contre Auxerre, où il a juste à mettre une minace, il nous fait un lob sans regarder son gardien. Il y a beaucoup d'aspects de son jeu qui est assez dérangeant. Ben là, hier, contre Marseille, il y a une contre-attaque où il part seul au but. Ouais, Et, il fait mal. Oui, il part seul au but et il part s'isoler sur le côté gauche. Là, Voilà. tu sais pas pourquoi et il traîne à donner sa balle derrière. Je trouve ça dommage. Après, sur un système où il y a un joueur de côté, pourquoi pas le remettre titulaire? Même si je reste sur une idée que si on repasse sur un schéma sur un côté, je préférais voir plutôt Bamba Dieng que un des joueurs qui est là.
Alors, Ouais. justement, Du super. coup, c'est 9 Raph, ouais. matchs, 7 titularisations, un but, une passe décisive. Voilà. Pour Fèvre avec plus de 600 minutes jouées et puis 7 passes clés à son actif. Parce qu'en fait, ce qui ressort surtout de son profil un peu statistique, c'est ce côté un peu je porte le ballon, je gagne des mètres en portée de balle, etc. Mais je trouve que ça a trop tendance à ralentir le jeu, à mon sens, encore une fois. Ça dribble pas mal aussi. Enfin, c'est une des choses qui ressort. Ouais, c'est pas la passe, c'est moins tranchant que ce Il y que a, peut il y faire a- un il y a un Ouchiche ou côté, le fait. il y a un côté de Jimmy Cabot très déplaisant chez Fèvre dans ses dribbles. Je savais que tu allais dire ça, Vampiro. Je m'attendais à du sous Jimmy Cavo. Il me semble que tu en avais déjà parlé. Tu as mentionné Bamba Dieng. Bamba Dieng aligné en 9. Bon, ça marche pas. Faut dire des choses. Pour l'instant, ça marche pas. Mais est-ce que la raison, Raph, c'est pas simplement que Bamba Dieng n'est pas un avant-centre? Bon, en tout cas, je sais pas si c'est pas un avant-centre. En tout cas, il en a pas trop les caractéristiques aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Je trouve qu'il a encore d'énormes mal à conserver le ballon de haut but, ce qu'on a retrouvé, ce qu'on a eu chez Mofi, ce qu'on a avec Koné dans un système à une seule pointe. C'est un petit peu dérangeant d'avoir un neuf qui est pas capable de garder le ballon. Pas transcendant dans la profondeur non plus. Je trouve pas que ses appels à chaque fois soient hyper décisifs et tranchants. Il nous a pas encore montré sa pointe de vitesse. Un jeu de la tête aussi qui est pas hyper efficace. Après, encore une fois, je trouve qu'il sait se placer. Enfin, il a un peu ce sens-là, je trouve. En tout cas, il a ça pour lui. Mais c'est vrai que par contre, devant, il est pas tueur, hein. Il a tiré 14 fois au but, 3 tirs cadrés. Alors, il a mis 2 buts, certes, mais je trouve qu'il faut régler la mire, quoi. Si tu 3 tirs cadrés, c'est sûr que tu vas pas mettre beaucoup de buts, hein. Donc, Il y avait un penalty d'ailleurs dedans. oui, c'est ça en plus. Donc, enfin, c'est pas devant, c'est loin d'être clinique. C'est un peu mou, pas une grosse frappe de balle. Enfin, ouais, on en demande plus quoi aujourd'hui sur un avant-centre qui du coup est capable de porter une équipe. On a vraiment l'impression de manquer, de manquer un petit peu de feu sacré quoi devant. Donc attention. Attention à la jurisprudence, Adrien, à un moment donné, hein. Moi, je vais partir sur je vais répondre à ta question. Oui, c'est un attaquant, mais c'est pas un attaquant dans le système de Régis Lebris actuellement. Moi, je suis pas fan du joueur déjà de base, mais faut être honnête. Je crois qu'on lui demande de faire du Mofi alors qu'il est incapable et n'a pas les caractéristiques de faire du Mofi. La même puissance. Enfin, il essaye de faire les mêmes appels, mais c'est pas ça du tout. Il part à chaque fois en travers, c'est toujours à contretemps. On essaye de lui donner les mêmes ballons que Mofi, mais il n'y a pas il y a pas le même physique. On voit bien, une fois que Koné rentre, automatiquement, Koné, il avait un profil qui se rapproche plus du physique de Mofi et un peu plus des caractéristiques en termes de puissance et pour garder les ballons, ça fonctionne mieux. Euh, pour moi, Bamba Dieng, son avenir avec Régis Lebris, pour moi, ça va être d'être sur un côté. Tu peux pas continuer à le mettre en neuf, sachant que plus il continue, moins il performe. Et si c'est pour se retrouver dans un mois avec un gars dépressif en attaque, ça fait un peu chier, quoi. Raph. Ouais, en fait, moi, je trouve qu'il est juste pas assez complet. Après, c'est vrai que sur ce dernier système, là, en 3-4-2-1, je trouve que le Brise a essayé aussi d'apporter du soutien à Dieng, alors que dans le 4-1-4-1, j'avais souvent l'impression qu'il était assez esselé, mais là d'avoir un Fèvre et un Ouchiche qui étaient capables, on va dire, de soutenir les offensives, même dans un relais, je l'ai pas trouvé bon. Le fait de combiner, jouer petit périmètre, etc. On sent qu'il a peut-être un tout petit peu plus ce registre, mais c'est pas encore flamboyant, quoi. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on essaye de jouer avec lui, d'essayer de construire autour de lui, mais que finalement, il rend pas ce qu'on est censé avoir avec lui. Donc, je suis d'accord avec Pierrot sur le fait qu'on essaye de faire du Mofi. C'était plutôt au début de son utilisation dans un 4-1-4-1, Ah. etc. Mais moins maintenant, quoi. La tâche continue.
Même dans ce match-là, je suis désolé, on essaye trop de jouer avec lui, dos au but, tout ça. Ça a rien changé. Le système avec lui en pointe, là, on lui demande exactement le même rôle que faisait Mofi. Peu importe le système, ça s'est vu et ça se voit. Malheureusement pour lui, après, c'est à voir avec le coach. Mais pour moi, c'est pas lui rendre service de le laisser seul en pointe comme ça. Et Mofi touchait moins de ballons, hein, je te le dis direct. Hein. Et lui, il en touche beaucoup. Bah, et là, il a touché 34 ballons sur la rencontre face à Marseille. C'est pas mal pour un avant-centre. Mais parce que du coup, il y avait 2 soutiens aussi spécifiquement sur ce match et que du coup, on a essayé de combiner avec lui. Mais même en combiné, enfin, Oui, mais après, alors, attention, il touche Raph, plus de je me ballons. permets d'intervenir. Sa position moyenne à Dieng sur ce match contre Marseille, c'est dans le rang central. Hein, pour un petit peu avant-centre. plus haut, mais oui, Oui, c'est. non, De toute façon, Mofi, c'est pareil. Hein, il était en position moyenne. Il est rarement dans les cages de l'adverse. Hein, c'est pareil. Tu regardes ouais, tout. non, mais tu peux toucher 34. De toute façon, il y a une constante sur cette équipe depuis le mercato, c'est qu'on ne tire plus au but. Non, oui, c'est ça. Si on regarde depuis le mercato, à part le match de 3 où il y a une petite exception statistique, je pense qu'on tire 6-7 fois au but. Complètement. Tout le reste, c'est 1, 2, allez, 3 tirs quand vraiment ça se goupille bien. Il y a un très 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 gros problème d'animation offensive. Défensivement, ça se passe plutôt bien. À part contre Lille, vous avez remarqué qu'on ne revient pas sur le match de Lille parce que mon flemme. Mais à part contre Lille, défensivement, ça se passe plutôt bien, Pierrot. Mais c'est offensivement où ça pêche. Tu sais que Fèvre Oui. a joué plus haut que Dieng, hein, en position moyenne. Puis Fèvre, il a des années-lumière de Ouattara. Dieng, tu lui demandes de jouer un jeu d'un joueur qui a des années-lumière de lui. Et Pierrot, on joue t'as beaucoup plus en attaque placée maintenant. On essaie de jouer en attaque placée, mais on n'est pas tranchant. Mais je te parle pas de la composition, de la tactique, je m'en bats les couilles. Moi, je te parle juste du rôle qu'on lui donne. On lui donne le même rôle que Mofi. On Je suis pas essaye de le d'accord. faire jouer comme faisait Mofi. Je suis Et pas ça d'accord. marche pas parce qu'il a pas le même physique, la même puissance. Non, en vrai, je suis pas d'accord parce que du coup, Mofi, on lui donnait pas du tout on l'utilisait pas du tout de la même manière en début de saison et encore pire avant sous Pélissier. Là, franchement, on essaye beaucoup plus en attaque placée. Tu les vois bien, ils ont pas envie d'y aller, ils préfèrent reconstruire, etc., de recombiner. Les attaques sont beaucoup plus lentes, ça met plus de temps à se décomposer. Alors qu'avec Ouattara et Mofi, c'était tout de suite schlac, c'était deux attaques très rapides. Là, aujourd'hui, tu prends la distribution de ballons joués entre la défense, le milieu et l'attaque, on a beaucoup plus le ballon au milieu qu'avant. Avant, on jouait derrière, on faisait 2-3 passes et ça allait au but. Et ça finissait par des tirs. Là, on essaie de construire, de repasser sur les côtés, de recombiner au milieu, etc. Ça vient par Dieng, ça vient par Fèvre, et puis ça fait rien derrière. Vraiment, on joue pas du tout de la même manière. Je suis pas d'accord. Ça fait 4-5 matchs où en fait on essaie de faire beaucoup plus d'attaques placées et qu'on refuse le jeu de transition parce qu'on n'a pas ces armes et que tout le monde le sait maintenant. L'adversaire le sait et on le sait nous-mêmes. Voilà. Donc en fait, ton seul joueur qui peut te faire du jeu de transition, c'est Stéphane Diarra, qui a les capacités physiques pour le faire. Sauf que le problème, c'est après Kathleen, bon, il faut pas trop. Il arrive, Kathleen il débarque, il est doucement avec lui. Mais Stéphane Diarra, on l'a vu contre Lille. Il a les opportunités. Il sait se projeter vers l'avant, sauf que il sait pas conduire une. Contre Lille, on l'a vu, hein, il y a 1-1, il rate la balle du 2-1 et tu perds 3-1 derrière. Il refait la même contre Lille, la même qu'il avait fait contre Monaco. C'est ton seul joueur de transition aujourd'hui, finalement. Oui, Kathleen à gauche, mais bon, on va pas non plus en attendre beaucoup de Kathleen. Il arrive en Ligue 1, etc. Diarra, normalement, il a l'expérience. Le problème, c'est qu'il est pas bon, quoi. Donc, il est pas bon. Oui, il est pas bon. Donc, compliqué, mais oui, on a ce gros problème d'animation offensive. Je vais vous poser une question, les gars. Est-ce que vous vous régalez à regarder les matchs des Merlus en ce moment? Non. Bah, en fait, en vrai, moi, je kiffe plus du coup l'état d'esprit et le fait qu'on défende bien. Bien sûr. Bien sûr, mais est-ce que rappelez-vous, je parle même pas de la série de je sais plus combien de matchs de victoire là où ça régalait. Ça serait la même période que l'année dernière, tout le monde dirait oui. Là, parce qu'on est 10e, qu'on est maintenu, tout ça. Voilà, mais je suis sûr que t'es 5 places plus bas, tout le monde dit ouais, ça serait de la merde. On tire pas au but. Moi, je suis d'accord avec Christ, c'est qu'on tire pas au but. On tire pas. On n'est pas dangereux. On n'est pas dangereux.
Comment tu veux gagner un match en tirant une fois au but, 2 fois au but? C'est compliqué. Hein. On a fait que des passes molles dans les bras du gardien, à part la frappe de Dieng Ouais. sur une frappe en pivot, franchement assez bien Ouais, amenée. mais ça, c'est un geste d'attaquant, tu vois. C'est tout. Là, les matchs, c'est pas. Alors oui, on est aussi conscient qu'on est en train de préparer la saison prochaine, qu'il y a eu beaucoup de changements, que le coach découvre la Ligue 1, que beaucoup de joueurs découvrent la Ligue 1, que beaucoup de joueurs se découvrent entre eux, etc., etc. Bien entendu, il faut garder ça en tête. Il y a un enthousiasme autour du club, on l'a vu au stade. Pierrot, tu étais encore au stade ce week-end. L'ambiance au Moustoir était assez sympa. Maintenant, est-ce qu'on prend autant de plaisir qu'on en a pris en début de saison? Même sans parler de résultats, juste en parlant de comment on regarde l'équipe jouer, bah pas vraiment, quoi. 1 tir par match, 2 tirs par match, moi c'est compliqué, quoi. Ah bah, c'est clair que si tu reprends par rapport au début de saison, c'est un peu le jour et la nuit. Faut être honnête, alors c'est bien, t'as certains résultats par-ci par-là qui font que voilà, mais sinon tu te fais quand même plutôt chier la plupart du match. Enfin, tu sais que tu vas pas avoir beaucoup de buts. Même le but contre Lille, oui. tu sais même pas comment ça termine au fond. Ouais. Quand tu penses que tu peux gagner ce match à Lille, Diarra, il la met, le match il est fini. Mais bien sûr. Ils sont. C'est terminé. Enfin, il la met. Il arrive à être en position de. Parce que c'est horrible, Mais- cette situation, elle m'énerve. Déjà, Il est même pas en situation. Il se met pas en Il frappe situation de frapper. Seul face au gardien. Enfin bref. Bon, en fait, c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul. En fait, on dirait en ce moment qu'on est une équipe qui est proche du niveau relégable et qui vient pour défendre, chercher un point. Et offensivement, on est tellement pas en confiance qu'on essaye de se rassurer derrière. Mais le pire, c'est qu'on c'est met même pas le ça. bus. On joue plus haut que d'habitude. Ouais. C'est juste que avant, on récupérait à 30 mètres de nos buts, on se disait, il y a danger, on a récupéré le ballon, on va faire un truc de ouf avec. Là maintenant, tu récupères même à 50 mètres de tes buts, tu te dis que ça va rien donner. Tu sais que ton occasion, elle va être toute nulle, toute molle, Enfin, à 30 mètres, tu récupérais le ballon, tu voyais 2 attaquants partir en profondeur, tu dis, oula, il y a danger. Là aujourd'hui, tu récupères le ballon, encore une fois, tu te dis pas, on va marquer sur cette action. Il y a vraiment, t'as une sensation d'impuissance offensivement. Et du coup, Après- j'ai presque la sensation, excuse-moi Christ, que le salut peut venir plutôt des coups de pied arrêtés, d'un coup de tête, etc. Presque plutôt que dans le jeu, tu vois. Donc, je prie presque pour les coups de pied arrêtés et les corners maintenant, tu vois. Je me dis qu'on a Après, presque plus de attention, chance. hein. On est maintenu, on est 10e à la je sais plus combien journée là. On est maintenu depuis 2-3 matchs. Comparé aux 2 saisons précédentes, il faut déjà mettre ça en valeur. Puis surtout, si là on est en train de s'emmerder devant les matchs pour qu'en août-septembre, on ait une équipe qui tourne comme une horloge et qui nous régale l'année prochaine, je sais pas vous les gars, moi je signe. Hein. Je signe de m'emmerder jusqu'en juin pour préparer l'année prochaine. Le truc, c'est que devant, Ah ouais. qui sait que tu auras l'année prochaine, c'est ça le. Ah. Alors, je pensais pas ouvrir la page Mercato tout de suite, mais oui, déjà, il va falloir. Bah, déjà, t'as pu Fèvre. Déjà. Tu récupères Pagis, tu récupères Soumano. À mon avis, Koné, ça restera pas. Diarra, ça va pas rester. Enzo, ça part. Enfin, t'as beaucoup de monde qui va partir. Bah, t'as Dieng. T'auras Dieng, puisqu'il a signé Non, pour longtemps. Dieng, ça va rester. Oui, Kathleen, ça va rester. Et devant, c'est à peu près tout des joueurs qui jouent. Hein. Oui, donc comme disait Raph, t'as Pagis qui est en pré-anime, t'as Soumano qui arrive, t'as Croupi qui commence à taper à la porte, mais bon. T'as Adrien qui revient, il aura encore un an. il a encore un an de contrat, Garvich, là. Ouais. En 2 ans. À 2, putain. La cartouche qui nous a mis. À 100 000 par mois. 90. Ouais, il va falloir. Oui. 85, exactement. Parce qu'il t'en donne 15. Ouais, ça descend tous les mois avec Pierrot, attends. Non, c'est 85. Oui, tous les autres sommes, c'est des fake news. Ça change pas grand-chose. Comment dire tu vas avoir besoin de recruter devant, c'est sûr.
C'est sûr. Mais voilà, si cette fin de saison, là où je voulais en venir, c'est si cette fin de saison nous permet de prendre des repères, d'intégrer des mecs dans l'effectif et en août être comme des fusées, ok, on signe. Mais il faut aussi dire la vérité. Là, on se régale pas la chic, quoi. Comme Moi, je pense que ça va être mieux sur les prochains matchs. Déjà, moi personnellement, j'en avais un peu ras le cul de l'ancien système où quand ça fonctionne pas depuis 2 mois et que tu t'entêtes sur un système qui fonctionne pas, je comprends pas l'intérêt. Là, enfin, il y a un truc qui change. Il y a des joueurs on a pléthore de joueurs sur plusieurs postes qui peuvent tourner où tu peux tester plusieurs trucs. Maintenant que tu es maintenu, vas-y, fais tes tests, on verra. On oublie de citer Aouchiche, mais il sera là l'année prochaine. Ouais. Oui, bien sûr. C'est le moment de le préparer pour la saison prochaine, le moment de voir un peu ce qu'il vaut aussi, parce que c'est pas en lui donnant des bouts de match de 10 minutes qu'on peut se faire une idée à long terme. Là, c'est un match, on va dire, plutôt bon, de moyenne haute. Après, on va voir si en enchaînant les matchs, si c'est mieux. Mais déjà, il y a un peu de changement, il y a un peu de renouvellement. Moi, je trouve que ça fait du bien. Mais je sais pas si ce système-là, il est pas spécifique aussi à Marseille. Je sais pas s'il va se risquer à le réutiliser. Il peut, en tout cas, parce que je pense qu'il a eu suffisamment de T'as rien à retours perdre, positifs dessus. retester, Non, mais après, donc là, tu joues quoi? Tu joues Monaco, c'est ça? Alors justement, j'allais vous poser la question, quel système contre Monaco et quels hommes sur le terrain? Moi, je sais que Pierrot a une compo toute faite, là. Il y a pensé tout le week-end, là, donc... Vas-y, Pierrot, fais-moi rêver. Tu mets qui contre Monaco? Monaco, c'est dimanche à 17h d'ailleurs. Donc match sur Canal, donc défaite. C'est comme ça. Je remets la même équipe, sauf que... Alors, il me semble qu'Abergel, il était suspendu qu'un match, pas 2, hein, si je dis pas de conneries. Vergel, c'est un match. Thiago Silva revient. Igor Silva, plutôt. Igor Silva. Ouais, après, on veut bien, mais on a ce qu'il faut en dans excusez-moi. Moi, je mets le même schéma avec Igor Silva qui rentre à droite, Abergel qui rentre au milieu, Ponceau qui repasse un cran en haut. Mais attends, le même système. Tu fais une défense à 3 du coup. Donc Igor Silva dans le couloir, tu veux dire? Ouais, bah, je prends Vito, Meite, Talbi, Le Goff, à droite Silva, à gauche Darlin, au milieu Abergel, Makengo, les deux offensifs Aouchiche, Ponceau et en pointe Koné. Donc Fèvre, bench. Dieng bench, Fèvre bench. Ouais, Dieng, je le fais rentrer, je le fais jouer si c'est pour jouer sur un côté, sinon je le fais pas. Mais là, jouer. dans le système-là, il n'y a pas vraiment de côté, parce que les deux milieux là en soutien, ils sont vraiment dans l'axe. Hein. Fèvre et Aouchiche. Après, ça ne t'empêche de changer ton schéma en fin de match. Hein, et... Pierrot, là, le but du jeu, c'est de tirer 25 fois au cadre. Donc il a les joueurs pour. Hein. Là, tu peux. Hein. Non, mais avec deux soutiens, Aouchiche, Ponceau et un Ibra qui est capable de garder le ballon, en vrai, tu vas avoir des solutions de frappe. Ras, ce serait ton 11 aussi où tu apporterais une petite... En tout cas, si on garde un 3-4-2-1 comme ça, j'aime bien. Après, quid de Silva à droite, j'aurais préféré à la limite garder Kathleen, Lebrise ou Igor Silva, c'est un piston, hein. Bien sûr, je sais, il serait très bien dans le registre. Après, tu sais très bien que tu vas pas le garder en fin de saison. Enfin, c'est ça que je veux dire aussi, tu vois. Donc, bon. Je suis pas sûr, hein. Ouais. Ah ouais. En remplaçant. Ouais, ok. Je suis pas autant début de saison, je l'étais moins, autant là. Ouais. Et le vrai sujet qui risque d'arriver aussi, le 2 derrière Kalulu, c'est pas déconnant. C'est la disponibilité de Yvon Vogo. Oui, bien sûr. Bah, Vogo, quand il sera prêt pour reprendre, il reprend le poste, je pense. De toute façon, les blessés de longue date, je pense à Kalulu, donc, Laporte et Vogo. Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à revenir en fin de saison pour revenir tranquillement, etc. Ou se réserver, se faire une bonne prépa tranquillement? Je pense qu'ils ont envie de jouer. Laporte a l'air d'avoir envie de jouer, par exemple. Bah, je pense que Laporte et Mbogo, on va les revoir. Kalulu, ça m'a l'air d'être un peu plus compliqué, donc... Je pense que ça sert à rien. Kalulu, en plus, pubalgie, c'est vraiment la blessure. C'est pas bien. À la con, franchement.
Mais Laporte a repris l'entraînement, Mbogo aussi, donc on sera pas surpris de les revoir avant la fin de saison. Et quid de faire jouer Koné et Dieng ensemble dans un 4-4-2 par exemple, Raph? Bah, si tu fais ça, tu es obligé de bétonner au milieu. Donc, Bien sûr. des quid après du lien entre l'attaque enfin, entre le milieu et du coup et l'attaque. Qui va jouer ce rôle de 9,5? Qui va décrocher? Est-ce que c'est Dieng? Est-ce que c'est Ibra? Est-ce que du coup tu mettrais un Makengo à Bergel pour essayer de stabiliser du coup ton 4-4-2? Mais après, ça voudrait dire que tes deux ailiers, enfin tes deux mecs sur les côtés, il faut qu'ils aient une grosse contribution aussi dans le cœur du jeu. Donc le fameux Fèvre qui rentre, etc., il pourrait apporter le surnombre. Et tu laisses un centreur à gauche peut-être pour la tête d'Ibra. Voilà, tu retrouves un petit peu. Je mettrais ça si tu veux forcément mettre les 2-9, il faudrait de la stabilité un peu derrière. Dans le dernier épisode, c'était avant le match de Nice, pardon. On s'était dit que si sur la série Nice, Lille, Marseille, Monaco, on faisait 4 points, on serait pas mal. On a fait 1 point contre Nice. Donc on a fait 0 contre Lille, 1 point contre Monaco. Donc pardon, après Nice on avait dit ça, d'accord. Donc on a fait 0 contre Lille, 1 point contre Marseille. On est encore en lice pour faire les 4 points. Pierrot, t'y crois une victoire à Monaco? C'est une équipe qui en ce moment est très moyenne, Monaco. Ça a fait match nul à 3 il n'y a pas si longtemps que ça. Ça menait 2-0 à Nantes, ça s'est fait rejoindre à 2-2. C'est une équipe qui perd du mental au fil du match. Le problème à régler, ça va être surtout Ben Yedder. Ouais. Qui plante à chaque fois contre nous. C'est vraiment un enfer. Ça va être le joueur à garder. Après, le reste, Monaco, je pense qu'ils sont plutôt prenables et ils nous réussissent plutôt bien ces dernières années. Enfin, on arrive souvent à essayer de les accrocher et on reste sur 2 nuls là-bas si ma mémoire est bonne. Dont un arraché à la dernière minute par ce même Wissam Ben Yedder. Ouais. Sur un 2-2, je crois, un truc comme ça. Gravillon, enculé. Ouais. Et on se rappelle qu'au match aller, c'est un match aussi qu'on peut gagner. Oui. On l'a mentionné tout à l'heure, c'est un match que l'on peut gagner. Merci à Stéphane. Pas le dire. Du coup, vos pronostics, messieurs, pour ce Monaco-Lorient, je l'ai dit dimanche à 17h. Raph. Leader du concours de pronostics de l'Orienté du Sud, d'ailleurs. Mais ouais, j'essaie de garder ma première position. Ouais, sauf qu'il change ses pronostics au dernier moment. Pas du tout, je change aucun pronostic, j'attends la composition adverse et du FCL pour choisir. Je fais toujours je publie dans la dernière heure à chaque fois. Non, je nous vois pas gagner là-bas, mais je pense qu'avec les mêmes ingrédients de solidité derrière, on peut peut-être faire encore un petit match nul. Ouais. Voilà. 0-0? Ouais, 0-0, 1-1, un truc comme ça. Pierrot? Je trouve qu'il se mouille pas, hein. Il donne pas de pronos là. Moi, avec la compo, s'il fait exactement la compo que j'aimerais bien voir, moi je pense qu'on part sur un 3-1 Lorient. Et moi j'annonce un 1-0 Lorient. Oh, attends, non, attends, je change parce qu'il y a un paramètre qui vient de me rendre en compte. Je pars sur un 2-0 Lorient et grosse masterclass de Vito contre son ancien club. Oh! Oui, mais attention, Matsima en face. Qui rentre en cours de match. Et oui, la vengeance qui nous a quittés en cours de route. Masquée. La vengeance, il n'a rien contre nous. Lui, on lui a filé du temps de jeu quand il était benché à Monaco. C'est vrai. Pierrot, je te propose de passer aux questions de nos auditeurs qui ont encore une fois, été nombreuses et pertinentes. Sur Insta, on a quasiment eu que la même question formulée 7 fois différemment. Quelle charnière centrale l'année prochaine? Est-ce que la charnière A3, Laporte-Meïté, Talbi peut fonctionner jusqu'à la fin de saison si Laporte revient, bien évidemment?
Bah, sur la deuxième partie de la question, on a répondu dans l'épisode en disant que ça pourrait être intéressant. Sur la première partie, moi, si tu peux avoir Laporte Talbi l'année prochaine, je signe. Hein. Et Moi- Bamo en remplaçant, quoi. Moi, j'ai envie de dire que au pire des cas, si Talbi est sollicité ailleurs, t'as déjà une défense centrale, la porte méritée qui peut tenir la route. C'est La le question, point. ça va être, est-ce que Talbi reste? L'élément qui fait dire oui, c'est son contrat. Oui, parce qu'il reste 5 ans. Hein. 5 ans ou 4 ans? Qu'est-ce qu'il nous avait dit Ah, dans il avait dit l'interview? 5. 4 ans, Il a 4 ans signé. à la fin de la saison, mais Voilà, il a c'est ça. 5 ans. Il a signé 5 ans. Donc, Il y a... Et puis il y a des. Bon, après, il y a aussi des échéances nationales qui arrivent. Ça l'intéresse peut-être pas d'aller se mettre en danger. Des échéances internationales, pardon, ça l'intéresse peut-être pas d'aller se mettre en danger et finir sur le banc dans un club un peu plus huppé, quoi. Voilà les éléments qui laissent penser qu'il pourrait rester. Après, il est vraiment très fort. C'est aussi un élément qui peut faire qu'il puisse partir. Il est trop fort, putain. Et on aime la moula au FCL, donc bon. Il est quand même un peu sous-coté quand même. On n'entend pas beaucoup parler de lui, ce qui moi ça me va très bien. Voilà, c'est ça. Il est D'ailleurs, très bon, on parle pas beaucoup de lui, moi ça me va très bien. sacré trouvaille de notre cellule de recrutement. Hein. Celui-là, il faut Ouais. souligner aussi quand le travail est bien fait. On le Et pistait, là, je crois, en plus, avant qu'il aille en Russie, d'après ses dires. Il y avait déjà eu des contacts. Il nous avait dit ça dans l'interview que vous pouvez retrouver sur YouTube, Spotify, Apple, etc. Peut-être bientôt avec un nouveau joueur, on sait pas. Ça, si Lucas un jour réapparaît, il nous dira. Salut Lucas. évidemment. Lucas nous trouvera-t-il son prochain le prochain U18 qu'on lui avait dit que tout le monde lui tombait dessus si on le mettrait s'il le mettait titulaire aujourd'hui, on ne sait pas. Je dis ça, je dis rien. Question de le bon influenceur sur Twitter. Est-ce qu'une préparation complète, Bamba, pour être au niveau de Terem Moffi? Wow. Bah, grave, Non. tu t'en parlais, c'est pas les mêmes joueurs. Non, c'est pas le même profil. Enfin, et de toute façon, Pierrot l'a dit avec ses mots. Et physiquement, c'est en deçà. Dans la profondeur, c'est en deçà. Il a pas la vitesse, il a pas la vista, etc. À la limite, s'il avait ce sens du but un petit peu et cette finesse, je dirais au moins il aurait d'autres armes pour rivaliser sur un autre registre. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc peut-être sur l'aile. Peut-être sur l'aile. D'ailleurs, on l'avait mis sur l'aile sur le Ferry Time. On ne savait pas trop si on allait le faire jouer sur l'aile ou dans l'axe, etc. Donc aile droite notamment. Donc on verra. Je pense pas que malheureusement Dieng ait une autre utilisation dans le schéma tactique de Le Brise de toute manière que en neuf. Autre question du bon influenceur toujours. Avec la prolongation d'un mec aussi prometteur que Régis Lebris, qu'on n'a pas mentionné, mais lui et son staff ont prolongé jusqu'en 2027 pendant la trêve. Quelles sont vos espérances dans un horizon de 3-4 ans? Vous avez le droit de rêver. Bah, aller chercher Ça va l'Europe être simple. une bonne fois pour Qualif toutes. européenne, peu importe laquelle, moi je signe tout ouais. de suite. Une qualif, une finale de coupe, et je pense qu'on sera content. Hein. Tiens, d'ailleurs, Pierrot, vu que t'en parles, la prolongation de Le Brise, on en pense quoi? Je suis mitigé. Parce que c'est long, 2027. Tu peux pas prévoir ce qui peut se passer l'année prochaine. Et tu peux casquer très vite l'année prochaine en cas de si ça fonctionne pas, même si c'est pas souhaité. Mais ça fait partie des paramètres. Je pense que tu auras pu le revaloriser sans nécessairement prolonger la durée. Je crois qu'il était en 2025. Voilà, allez, si, j'aurais prolongé d'un an, 2026 pour le centenaire. Mais 2027, je trouve que ça fait très très loin. Après, je pense que c'est surtout pour sécuriser l'entraîneur. Mais aujourd'hui, les transferts d'entraîneurs, ça va pas chercher loin en termes de Nagelsmann, c'était 15 millions. Voilà. Je pense que ça a bien marché d'ailleurs. avec... Super opération pour Munich. Ouais, très bon investissement. Ouais. Et Galtier, c'est de Lille à Nice, c'était 7 millions. Très bon investissement aussi. Donc ouais, ça, tu récupères quoi si
Si jamais il veut partir, tu perds 2-3 millions, c'est tout. Donc tu sécurises pas grand-chose. Moi, je trouve c'est un petit risque qui est pris. Après, c'est que mon avis personnel. Après, ça le met aussi en confiance, ça le fait travailler dans des conditions C'est ça. optimales. Et pas que pour lui, pour tout son staff. Et puis ça vient récompenser aussi une saison qui aurait pu être historique. Il y a Mais une qui ne phrase sera peut-être pas. alors peut-être que le grand public ne la connaît pas, mais nous qui sommes un peu des insiders du football, il y a une phrase qui se dit beaucoup dans le milieu, c'est « tout va très vite dans le football ». Je sais pas si vous aviez déjà entendu cette phrase, les gars. Si, toutes les semaines. Chaque interview. Prochaine question de Bastien Mahé. Faut-il acheter Romain Fèvre cet été? Non. Non. Non, Bastien, il faut pas poser ce genre de questions. Non, bien sûr que non. Déjà, est-il à Il vendre? n'est pas à vendre, déjà. Et c'est pas son prêt à Lorient qui va faire se bousculer les acheteurs au portillon, visiblement. Donc... Ouais, puis si on peut laisser l'Olympique Lyonnais dans sa merde, hein, ça mange pas de pain. On va pas se... Voilà. Et dernière question de David Royan. La première titularisation de Aouchiche a été bonne. Pensez-vous que le remplaçant de Lefebvre ait déjà tout trouvé? Et est-ce que prendre Aouchiche était juste de l'anticipation de la cellule de recrutement? C'est pas le même profil pour moi. C'est-à-dire que du coup, il peut. Pour moi, Lefebvre, c'est un 8. Aouchiche, c'est un 10. Il peut faire un 8+, etc. Mais il peut compenser. Mais il n'a pas du tout le même abattage défensif. Le fait, tu le fais jouer 6, 8, 10, tu vois que du feu, il est capable de faire tout. Donc je trouve que du coup, il n'a pas le même côté all-around très 360 qu'un Lefebvre. Après, je pense que oui, dans le registre offensif, il peut apporter ce que Lefebvre a apporté. Après, en fait, le problème, c'est que tu as déjà un Ponceau qui peut un petit peu jouer dans ce registre-là, et du coup, ça met plus de poids sur le milieu récupérateur qui est Makengo, et bah, après, comment tu fais... Enfin, voilà, donc ça dépend. Est-ce que tu fais jouer Aberge et le Makengo, et du coup, tu n'as plus qu'une seule place, et c'est du coup Aouchiche ou Ponceau, ou alors tu joues dans ce fameux système qui te permet de faire évoluer les deux joueurs. Mais je dirais, la comparaison, je dirais pas peut-être d'un point de vue talent / nombre, mais pour moi, c'est pas tout à fait la même utilisation. Après, tu vas pas retrouver un joueur qui a les mêmes caractéristiques qu'Enzo le fait comme ça. C'est un joueur unique. Clair, Enzo, c'est un joueur unique, donc t'en trouves pas sous le sabot d'un cheval, quoi. Top expression. Et du coup, vraiment dernière question de Nicolas Guégan. Que pensez-vous du cas Enzo Lefebvre et de la com du board Lorientais dans l'affaire Lefebvre? Du board Lorientais? Oui, qui est inexistante. Oh bah ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison de pas rajouter. Ils protègent la valorisation. Hein. Ils n'ont pas intérêt à dire qu'il veut se barrer coûte que coûte, etc. Ça joue sur la valeur du joueur. Je pense qu'ils ont raison. Sa blessure, on rappelle qu'il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Visiblement, il est blessé 15 jours. Est-ce que le premier match était vraiment une blessure? Est-ce que c'était une petite sanction? On le saura jamais, ou on le saura bien plus tard. Sa sortie pendant la trêve internationale avec les espoirs en disant que de toute façon lui il était parti, que même Rennes ça le dérangerait pas, qu'il regarderait un peu tout, etc. Sa sortie elle est dans la com, elle est dégueulasse. Oui voilà, elle est inutile, mais comme l'ensemble de sa communication sur le sujet depuis 1 an maintenant, voilà, s'il y a bien une chose, Enzo c'est un très bon joueur de football et c'est un joueur qui nous régale. S'il y a bien une chose qu'on peut lui reprocher, c'est ça. Après, que le club n'arrive pas à en rajouter par-dessus, ça me paraît sain pour le coup. Ça créerait du drama dans une période où on n'a pas besoin de drama, quoi. Donc, et puis oui, il faut bien le vendre au mois de juin. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde pour l'acheter au mois de juin. On le vendra à un bon prix et puis merci, au revoir, quoi. J'espère qu'il sera vendu en juin et pas début août, parce que sinon ça va être long. Les mois de rumeurs et de mercato. Je pense que ça partira assez vite. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça partira assez vite. Ouais, après, attention, hein, je pense que Lolo, il va faire monter les enchères bien comme il faut. Parce que il a beau avoir qu'un an de contrat, Enzo, il va falloir que le club s'y retrouve, quoi. Donc, et il s'y retrouvera. Donc, et si ça se trouve, le deal est fait. Peut-être. Ouais. Peut-être que là, il joue plus pour plus se blesser, on ne sait pas. Bref, affaire à suivre. Mais oui, c'est sûr que le cas Enzo Lefebvre, ça va faire notre été. Et on sera ravis de suivre ça avec vous.
Merci Pierrot, merci à nos auditeurs. Toujours aussi nombreux à vouloir participer. Ce que je vous propose, les gars, c'est de finir avec une activité ludique. Je vous propose... Bon, alors, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait une draft. Là, pour le coup, c'est bien, je peux jouer avec vous. Je vous promets, je ne l'ai pas préparé en amont, comme ça, on joue faire. Vous devez faire un 5. Un 5 pour les non-anglophones, c'est un 5 contre 5 au foot, donc il faut un gardien, 4 joueurs de champ. Vous êtes le coach, vous ne jouez pas, hein, parce que on n'a pas le niveau. Il y a des joueurs qui aimeraient bien nous voir sur un terrain, mais nous, on n'a pas le niveau, on l'assume. Du coup, qui est-ce que vous allez chercher? Et on va drafter dans l'ordre protocolaire. C'est d'abord le président qui va drafter, suivi du vice-président et du trésorier. Pierrot. Je prends n'importe quel joueur. Bah, tu dois faire un 5. Et le but, c'est de gagner, quoi. Oh, je prends n'importe quel joueur de Lorient, on parle. Hein. Oui, pardon, Ouais, bien vas-y, sûr. vas-y, Oui, je t'en alors, prie. évidemment, il faut que ce soit des joueurs de Lorient de l'histoire du FC Lorient. Bah, écoute, hein, je suis pas son fan numéro 1, mais sa palette technique aidera beaucoup Enzo Lefebvre. Bah, c'était mon pick 1 également, si tu l'avais pas pris. Moi, je vais prendre Marama en 1, alors, du coup. Eh ben moi, c'est un 5. Hein. Moi, je prends Rafik Saifi tous les jours. Technique. Pierrot. Ça, c'est un joueur de 5 sûr à 100%. Walid Mesloub. Mesloub pour Pierrot. Moi, je vais prendre un gardien. Je vais sécuriser en plus, je pense qu'il a eu le temps de s'entraîner à Fresnes ou à Fleury. Donc, je vais sécuriser un gardien toujours. Et je prends Benjamin Lecomte. Le jeu au pied fera du bien. Un petit peu de densité là, un mec un peu patron là. Je vais prendre Abriel. Abriel pour Raph. Pierrot. je vais prendre un gars sûr dans les cages au cas où il y a un petit penalty qui passe. Tom Callens. Callens, qui a été éliminé en demi-finale de Coupe de France, malgré une belle performance, encore une fois. Raph. Non, c'est à toi. C'est à moi, pardon. Bah, moi, je vais prendre Dédé Gignac devant. Sans aucun doute. Je vais continuer avec mon effectif plutôt de petite taille, parce que ça sert à rien d'être trop grand en 5. Je vais prendre, je pense, Gamero pour sa vitesse. Pierrot, il te reste 2 joueurs à drafter. Morgan Amalfitano aussi. C'est pas mal ça. Morgan Amalfitano. Moi, je vais aller chercher Jimmy Cabot. Et Dieu sait que je ne suis pas son fan numéro 1. Attention au dribble de trop, Jimmy. Mais Jimmy, dans les petits périmètres, il faut aller le chercher. Raph, il te manque toujours un gardien, hein, pour info. Ouais, alors je le prendrai en dernier. Je me tâte. Est-ce que je prends un défenseur de métier avec une bonne relance ou je m'en fous et je prends un mec qui ratisse? Et je vais prendre des risques et je vais associer la meilleure paire de milieu de terrain que le SCL n'ait jamais connue, Oscar Ewolo, pour combiner avec Fabrice Abriel. Ewolo, et là tu lances un débat en même temps qu'on aura peut-être l'occasion de faire un jour. Alors en tout cas, si on a Christian Gourcuff un jour à ce micro, du coup je lui poserai la question, est-ce que Fabrice Abriel et Oscar Ewolo, c'est pas le meilleur binôme au milieu que tu aies jamais eu? Pierrot. Allez, je vais finir avec Abergel, un chien de la casse comme ça. Et je l'ai déjà pris. Wow. Non, t'as pris Saifi, Abriel, Gamero. Ah non, pardon, Abergel et Ewolo. Abriel, excusez-moi. Donc Abergel chez Pierrot. Moi j'ai Marama, Gignac, Cabot, Lecomte. Allez, un joueur plutôt défensif. Je vais aller chercher du bois. Je vais prendre du Michael Siani, tiens, pour impressionner vos nains devant là. Pas mal. Et évidemment, comme je suis un tricheur selon Pierrot, je vais prendre Ulrich Le Pen, du coup, dans les cages. J'y avais pensé après avoir pris mon gardien. Je fais tiens, ça aurait été smart de choisir Le Pen en gardien. Et bon, on le valide quand même. Pierrot, ton 5 pour un faille, c'est Enzo Mesloub. Enfin, Enzo, Mesloub. Tom Callens dans les buts. Amalfitano à Bergel. Pour moi, c'est Marama, Benjamin Lecomte dans les buts. Gignac, Cabot, Siani. Et pour Raph, c'est Saifi, Abriel, Gamero
Oscar Rewolo, Ulrich Le Pen. Dans les buts, vous nous dites en commentaire quel five gagne le grand tournoi de la Taverne. On passe à la suite, c'est un fact ou fake? Alors, je vous pose des questions, je vous fais chacun votre tour, vous venez me dire si c'est vrai, c'est un fact, ou si c'est faux, c'est un fake. Président, à vous l'honneur. Marama Vairua n'a marqué que 19 buts en 3 saisons sous le maillot lorientais. Ça me paraît possible, mais non. Eh bien, c'était pourtant vrai. Vrai. Vairua, pardon, c'est 19 buts. Raph, le meilleur buteur de l'histoire du FC Lorient est Kevin Gamero. Fact ou fake? Oui. Pierrot? Moi, j'aurais dit non. Eh oui, c'était Bernard Goraga avec 67 buts entre Ah oui. 72 Parce que et Gamero, c'est le 74, meilleur 77. buteur en Ligue 1 et pas de l'histoire. Exact, bien vu. Pierrot, une question qui te plaira, je le sais. Aucun Cissé n'a jamais joué au FC Lorient. Oh putain. Ah. On rappelle que les Cissé, cette grande famille du football, on pense à Djibril, Edouard. Non, allez, je dirais non. En effet, aucun Cissé n'a jamais joué au FC Lorient. Raph, aucun Koné n'a jamais joué au FC Lorient. C'est pourquoi aucun Koné? C'était pour la vanne. C'était pour Camille, celle-là. Tiens, alors d'ailleurs, Camille. il y en a combien des Koné qui ont joué au FC Lorient? Oh, il y en a, franchement, je pense au moins. Il y en a 4. 2 minimum. 4? Ouais, 3-4. Non, peut-être. Allez, tiens, on se fait la liste. Moi, j'en ai 3. J'ai Lamine Koné, Qui connaît. Ouais. Baki Koné et Lamine Ibra Koné. Ouais, Ibra Koné Ibra, et. Ibra, Lamine, Lamine et Ibra Baki, et. Ouais, Et c'est je sais pas. C'est tout. Ok. Baki, Lamine 3, et du coup. Ibra. Pierrot, saison 2022-2023, le FC Lorient a marqué plus de buts que le Stade de Reims. Faux. Non, pourtant c'est vrai. Le FC Lorient a marqué 42 buts, Reims en a marqué 40. Et Raph, on termine avec cette question. Le FC Lorient a marqué plus de buts à domicile qu'à l'extérieur cette saison. Fact ou fake? Je dirais. Ah. Je dirais non. En effet, c'est faux. Ouais, j'aurais dit pareil. Le FC Lorient a marqué autant de buts à domicile qu'à l'extérieur cette saison. 21 buts à domicile, 21 buts à l'extérieur. Il me semble que j'avais préparé une dernière connerie. Ah ouais, c'est le classe. Vous devez ranker de 1 à 5 dans l'histoire du FC Lorient les joueurs suivants, mais vous ne connaissez pas les joueurs de la liste. On commence, c'est des attaquants. D'accord? On commence tout de suite avec Vincent Aboubakar. Donc là, vous jouez ensemble, évidemment. Moi, je mettrais 2, Pierrot. Ouais, pareil. Je partais sur 2-2. Vincent Aboubakar. C'est le président qui tranche, évidemment. Bien entendu. C'est lui qui a les clés de la boutique. Oumoud Bozok. Ah, 4. Moi, je mets 5. Ah ouais. Ok. Pourtant, j'adore Oumoud. Franchement, vu Christ, je mettrais 4 parce que c'est sûr que tu vas avoir Non, ma liste est plutôt homogène, je trouve. Gianni Bruno. Bah 5. Du coup. Ah non, président, il a mis Bozok. Non, j'ai mis Bozok. Ah pardon, 5, 4 en alors. De toute façon, je savais qu'il allait avoir. Attends, est-ce que Monsieur le vice-président, Oui. j'avais une question pour vous, bien très sûr. cher. Oui, Qu'avez-vous pensé de la réalisation de Pierre-Yves Hamel ce week-end? Un but de buteur. Pitou qui revient à son plus haut niveau juste avant le mercato, c'est parfait. Est-ce que c'est pas parce qu'il y avait deux membres de la Taverne à Charletti que Pitou s'est remis à marquer? Du respect pour Pitou. D'ailleurs, le 9 dont le FC Lorient a besoin l'année prochaine, c'est Pitou. Donc là, revenons à nos histoires. Là. Aboubakar en 2, Bruno en 4, Bozok en 5, Ladislas Dounamien. Ça sera 3. Dounamien en 3. Dounamien. Je compte sur une masterclass en 1. Et donc, en 1, le meilleur attaquant de l'histoire du FC Lorient est donc Pierre-Yves Hamel. Merci les gars. Vous êtes bien entendu tombé dans mon piège.
Pierre Hamel, Vincent Aboubakar, Ladislas Doumania, Gianni Bruno, Umut Bozok. En vrai, bon, alors tu mets Boubacar devant Hamel, mais pour le reste. Après ça dépend. Hein. Enfin, si Hamel, il joue qu'en Ligue 2, mais en Ligue 2, c'était. Ah ben la saison de la montée. Hein. Ah ouais, la saison de la montée. On se rappelle tous de son but à Béziers là, qui sauve le. Qui sauve le bail. Un peu de respect pour Pierre Hamel. À Rodez, pardon, à Rodez. Un peu de respect pour Pierre Hamel. Donc ça nous fait Pitou, Aboubakar, Ladislas Doumania, bon ouais, Gianni Bruno, Bozok. Ouais, Bruno devant Bozok, c'est un peu. Ouais, remarque c'est Bozok. très dur. Ouais. Bozok est 3 là. Ah, je sais pas. Hein. Ah si. Bozok, à part son but contre Nancy, tu retiens quoi? Arrête, non mais même. Le joueur. Ah non, Raphaël, je suis pas d'accord. Je suis un inconditionnel de Bozok, mais il a pas montré plus que Gianni Bruno à Lorient. Non, abuse pas. Oh bah quand même. Bah quand même. Gianni Bruno. Il a même pas joué en Ligue 1, Bozok. Ouais, ok, d'accord. Bruno, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, bref, oui, ok. Bah attends, je te ressors les stats. Bah tiens, Gianni Bruno, 16 buts. Non, c'est absolument faux. J'ai pas les stats de Gianni Bruno sous les yeux. Est-ce que t'as vu ma tête pas bouger? J'ai même pas bougé. J'ai fait non, je refuse cette information. Voilà qui clôt ce jeu. Merci, messieurs. Merci à tous de nous suivre toujours aussi nombreux sur les réseaux sociaux. Bientôt, les gars, bientôt la barre des 2500 abonnés. Attends, est-ce qu'on n'aura pas passé ce soir cette histoire-là? Non, 2415 abonnés sur Twitter. À 2500, on commence à palper. On aura la petite pastille bleue peut-être, on va savoir. Donc toujours aussi nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous écouter. Ça nous fait extrêmement plaisir. On espère que cette fin de saison va vous régaler autant que nous, c'est-à-dire moyennement, mais voilà, on prépare l'année prochaine, on s'amuse. On vous prépare quelques petites interviews, c'est en cours là. Lucas est sur le dos quand il aura fini de faire les férias du Sud-Ouest. Et on voit ça. Merci à tous. N'oubliez pas, si vous nous écoutez sur YouTube, de vous abonner, mettre la petite cloche, mettre des commentaires, tout va bien. La même chose sur votre plateforme de streaming préférée, mettez des étoiles ou je sais pas ce que c'est. C'est important pour nous. Merci à tous et à très vite. On se rappelle, on se retrouve dimanche contre Monaco à 17h. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.